Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 18 novembre 2025 et notre ami Nathan Larue est avec nous. Bon retour parmi nous, Laith. Ravi d'être avec vous, Nima. Merci de m'avoir invité. Veuillez vous abonner, cliquer sur le bouton j'aime et suivre Laith sur freepalestine.video. Permettez-moi de commencer, Laith, par ce qui s'est passé au Conseil de sécurité de l'ONU. Le président des États-Unis, Donald Trump, a félicité le Conseil de sécurité pour avoir adopté sa résolution visant à établir une soi-disant force internationale à Gaza. De quoi s'agit-il et est-ce réalisable? Eh bien, c'est le dernier clou dans le cercueil des Nations Unies. Nous en revenons maintenant à la Société des Nations, distribuant des mandats d'occupation et de colonisation. Nous avons essentiellement mis fin à l'ère post-coloniale et sommes revenus directement à l'ère coloniale. Les États-Unis ont réussi à détruire tous les pays arabes et musulmans qui disposaient d'une quelconque souveraineté décisionnelle et qui avaient échappé à l'ère coloniale après la Seconde Guerre mondiale. Il n'existe désormais plus une seule capitale arabe qui ne soit pas, soit directement occupée, soit par procuration, un vassal des États-Unis. La chute de la Syrie, eh bien, nous en ressentons maintenant les effets, où ces vassaux arabes et musulmans s'expriment ouvertement en faveur de la recolonisation de la Palestine par une puissance occidentale. Le coup d'État contre Imran Khan en est un autre exemple. La raison pour laquelle nous voyons cela aujourd'hui, où le Pakistan, l'un des pays musulmans les plus peuplés, voire le deuxième plus peuplé au monde, soutient cette situation, tient à cette même dynamique. Voilà ce qui se produit lorsque l'Indonésie est dirigée par la CIA. Des millions d'Indonésiens ont été massacrés au fil des décennies pour s'assurer que l'Indonésie, le pays musulman le plus peuplé, puisse se lever et sans aucune honte défendre cette position. C'est aussi, vous savez, le vote négatif, l'abstention de la Chine et de la Russie sur cette question, qui nous montre les limites du fait de compter sur la Chine et la Russie pour le travail anti-impérialiste ou la libération des peuples. Depuis hier, j'ai entendu tant d'excuses de la part de ceux qui soutiennent inconditionnellement la Russie et la Chine, disant « Eh bien, vous savez, si Mahmoud Abbas, si l'autorité palestinienne, si tous les États arabes et musulmans soutiennent cela, pourquoi la Chine et la Russie devraient-elles voter contre ?» Je pense que c'est un avertissement clair à nos frères et sœurs d'Amérique latine qui cherchent à se libérer de l'hégémonie occidentale. La Russie et la Chine resteront assises à regarder si Cuba est de nouveau occupé ou attaqué pour être occupé. Elles resteront également à regarder pendant que le Venezuela pourrait être attaqué à tout moment. Et si, lorsque Cuba et le Venezuela tomberont, nous verrons également la Chine et la Russie voter pour la recolonisation de ces pays. Et on dira la même chose à nos frères et sœurs d'Amérique latine. Eh bien, vous savez, vous ne pouvez pas vous libérer vous-même. Vous ne vous battez pas pour vous-même. Et vous, en tant que Latinos, vous vous battez sans cesse entre vous. Pourquoi la Chine et la Russie risqueraient-elles leur position pour vous? C'est un avertissement à tous nos frères et sœurs africains qui cherchent eux aussi la libération. Vous ne devez jamais dépendre de la Russie et de la Chine pour cette libération. Elle ne viendra pas d'eux. Ils ne risqueront rien pour vous. Les ennemis de l'humanité, les impérialistes occidentaux et les sionistes qui les contrôlent, sont prêts à commettre un génocide ouvertement. Ils sont disposés à dépenser tout leur argent, leur empire de propagande et leur influence pour soutenir une colonie génocidaire comme la colonie sioniste, ou pour amener des sionistes au pouvoir au Venezuela, au Mexique et ailleurs. Mais nos prétendus nouveaux pôles qui émergent dans ce soi-disant monde multipolaire ne sont pas prêts à en faire autant.
Voilà les faits. On ne peut plus le nier. Quiconque nie que la Russie et la Chine ne sont pas fiables est un ennemi de la libération. Premièrement. Deuxièmement, permettez-moi d'être très clair. Le mouvement de libération palestinien, ainsi que les mouvements de libération en Grande Syrie, au Liban, en Syrie et en Irak, ont survécu à 2 guerres mondiales et à la chute de 2 empires, le français et le britannique, ainsi qu'à la chute de l'Union soviétique et à la fin de l'ère de la mondialisation. Et maintenant, avec la chute de tous les pays arabes et musulmans précédemment libérés, nous survivrons aussi à cela en tant que mouvement de libération. Nous vaincrons toute force d'occupation qui viendra toucher notre terre, qu'elle soit israélienne, sioniste, américaine, française ou britannique, qu'elle soit turque, qatari, pakistanaise ou indonésienne. Elles seront ensevelies dans les sables de la Palestine, dans les sables de la Grande Syrie. C'est un fait annoncé depuis longtemps que l'histoire nous a montré. Aucune force d'occupation, quelle que soit sa puissance, et aucune faiblesse ou isolement de notre peuple en Grande Syrie ne mènera jamais à notre occupation permanente. Nous combattrons quiconque et tout le monde. Et vous savez, pitié, pitié pour les peuples arabes et musulmans. Pitié pour la Chine. Pitié pour la Russie, qui ne peut pas se respecter suffisamment pour se dresser contre les Ghouls que nous, Palestiniens, avons affrontés depuis 80 ans et dont nous subissons un génocide depuis 2 ans. Ces armées que la Chine et la Russie craignent, les Américains, les sionistes et leur puissance financière, nous ne les craignons pas et nous les vaincrons avec ou sans l'aide de la Chine et de la Russie. Laith, que peut-on savoir sur la force internationale dont il parle? Quel est l'objectif de cette résolution? L'objectif de cette résolution est de ramener Mahmoud Abbas et son régime vichiste collaborateur au pouvoir à Gaza, de vaincre la résistance palestinienne et de dissoudre et désarmer les groupes de résistance. Soyons très clairs. L'empire du sionisme, dirigé depuis Washington, D.C. ou Tel Aviv, peu importe à ce stade, a utilisé tous les outils à sa disposition, militaires, financiers et de propagande, au cours des dernières années. Il y a eu des mercenaires venus des Émirats arabes unis, du Qatar, du Pakistan, de l'Indonésie, tous présents sur le terrain. Il y a eu des forces spéciales américaines, britanniques, canadiennes, françaises et allemandes sur le terrain à Gaza, et elles n'ont pas réussi à vaincre la résistance palestinienne. Donc cela ne va pas changer les réalités militaires sur le terrain. Cela va simplement, vous savez, donner une certaine crédibilité aux yeux de ces impérialistes pour mener ouvertement les actions qu'ils entreprenaient déjà. Maintenant, puisqu'il n'y a plus de Syrie pour défendre la dignité et le respect de soi, nous verrons probablement l'Arabie saoudite envoyer des forces, ou la Jordanie, ou le Pakistan envoyer des forces ouvertement. Elles étaient déjà présentes, mais désormais, elles l'admettront ouvertement, et elles seront également tuées ouvertement par la résistance. Cela ne passera pas sans résistance. Ils ne pourront rien accomplir que les Israéliens ou les forces spéciales des empires n'aient déjà échoué à accomplir. Ils ne peuvent pas réussir ce qui n'a pas été réalisé en 2 ans. Maintenant, je pense que, étant donné que les choses de plus transparentes, oui, je suis très en colère à propos de ce qui s'est passé au Conseil de sécurité, mais une autre façon de voir les choses, c'est que cela a encore révélé davantage. Je veux dire, si quelqu'un a regardé ce débat du Conseil de sécurité hier, personnellement, je n'arrivais pas à croire le niveau d'auto-humiliation que tous ces orateurs, à l'exception de la Chine et de la Russie, ont affiché. Chacun d'entre eux a commencé par remercier Trump, l'empereur Trump,
en remerciant l'Amérique d'avoir apporté cela. Je veux dire, le plus drôle de tous ces discours, bien sûr, c'était celui du représentant américain, qui réprimandait quiconque oserait s'opposer à ce vote, à cette résolution, en disant « Eh bien, vous savez, regardez, tous les Arabes, l'autorité palestinienne et les musulmans soutiennent cela. Vous ne pouvez pas être plus catholique que le pape. Vous devriez accepter ce que mes esclaves domestiques, mes esclaves arabes et mes esclaves musulmans ont accepté. Sinon, vous serez contre la volonté du peuple. » C'est encore une fois l'effet de la destruction de la Libye, de la destruction de la Syrie, de la destruction du Pakistan, des pays qui incarnaient tous la dignité arabe, africaine et musulmane. Malheureusement, ces pays et leurs dirigeants ont été diffamés par nombre de ceux que l'on appelle les commentateurs progressistes, anticolonialistes ou libérationnistes en Occident, lorsque ces nations ont pris position. Je me demande aujourd'hui ce qu'il en est de ceux qui prétendaient soutenir les frères musulmans, affirmant que la Turquie, la Somalie et le Qatar libéreraient la Palestine seulement si la Syrie tombait et cessait de maltraiter la cause palestinienne. Regardez la situation actuelle. Ce sont le Qatar et la Turquie qui appellent à une occupation de Gaza au nom des sionistes et au démembrement du Hamas, la prétendue branche des frères musulmans à Gaza. Vous avez mentionné que la Chine et la Russie avaient eu une dispute qui était d'une certaine manière différente des autres. Qu'est-ce qui, dans leur dispute, la rendait différente? Ce qui rendait leur argument différent, c'est qu'ils ont bien sûr souligné l'évidence. Il n'y a aucune discussion sur un État palestinien, aucune discussion sur des élections ou sur la démocratie et aucune analyse détaillée de la manière d'y parvenir. Vous savez, tout ce discours ne coûte rien. Aujourd'hui, les paroles ne coûtent rien. Elles sont sans importance. Nous assistons à un génocide en cours et à un colonialisme pur et simple mené par l'Occident. Alors, la Chine et la Russie peuvent parler autant qu'elles veulent. Cela ne m'importe plus. Ce qui compte, c'est l'action. Elles auraient pu opposer leur veto, cela ne leur aurait causé aucun tort, n'est-ce pas? Mais nous sommes comme en 1947, lorsque la Société des Nations votait le partage de la Palestine. À cette époque, la Chine n'avait pas de siège au Conseil de sécurité. La Chine n'avait même pas de siège à la Société des Nations, mais l'Union soviétique, elle, en avait un. Et l'Union soviétique a décidé de voter pour. C'était encore pire que de simplement s'abstenir. Les soviétiques ont voté avant même les États-Unis pour soutenir la création de la colonie sioniste. À l'époque, l'argument avancé par les soviétiques, et c'est important que nos auditeurs le comprennent comme un moment historique, était que pendant la Seconde Guerre mondiale, les communautés juives d'Europe étaient divisées. La plus grande partie était antisioniste, dirigée par des juifs communistes du mouvement Bund, qui menaient une lutte armée contre les nazis et jouaient un rôle crucial dans les opérations derrière les lignes ennemies, attaquant les voies d'approvisionnement de l'armée nazie lorsqu'elle avançait en Union soviétique. Et lorsque le jour du vote à la Société des Nations sur le partage de la Palestine arriva, le commandement central communiste, le Komintern, convoqua les membres du Bund pour leur indiquer dans quel sens ils devaient voter. Mais ils ne purent trouver aucun membre de la direction du Bund encore en vie. Ils avaient tous été martyrisés au combat. À ce moment-là, les sionistes avaient fondé un parti communiste de Palestine et s'étaient rendus en Union soviétique en prétendant, en tant que sionistes, représenter l'ensemble du peuple palestinien et les communistes de la région. Ils leur dirent « Oh, nous parlons au nom des communistes palestiniens et arabes et nous soutenons le partage de la Palestine. » Et c'est pourquoi l'Union soviétique, n'ayant plus d'orateurs du Bund pour les convaincre de s'opposer au sionisme, a voté
pour le partage de la Palestine. Eh bien, nous vivons aujourd'hui un moment similaire. Il n'existe plus de direction arabe anticolonialiste ou anti-impérialiste, car elles ont toutes été éliminées. En défendant le flanc de la Russie et de la Chine en Asie occidentale et en Afrique du Nord, en maintenant la horde de l'Empire à distance de la Russie et de la Chine. Et voici que la Russie et la Chine affirment que puisque la direction arabe, la direction vassale de l'Occident, accepte cette recolonisation et cette réoccupation de la Palestine, de Gaza, elles ne s'y opposeront pas. Quand ils parlent, vous savez, de donner une sorte de pouvoir à Mahmoud Abbas, Laith, compte tenu de la réalité, cela me semble complètement fictif. Il n'y a aucun rapport entre ce dont ils parlent et ce qui se passe réellement à Gaza et en Cisjordanie. Mahmoud Abbas, qui considère encore Mahmoud Abbas comme le dirigeant des Palestiniens, je ne sais pas. Comment est-ce possible? Vous parlez de retirer le pouvoir au Hamas. Cela n'arrivera pas. Et comment cela pourrait-il être possible? On peut penser à ce qui s'est passé à l'ONU, mais la réalité à Gaza et en Cisjordanie est totalement différente de ce qui s'est passé à l'ONU. Je ne vois pas comment il serait pratique pour ces gens d'avancer avec cette idée que la Turquie et le Qatar peuvent décider de ce qui se passe à Gaza sans prendre en compte les habitants qui subissent cette brutale campagne d'assassinat, de meurtre et de génocide de la part des Israéliens. Comment est-ce possible? Écoutez, c'est possible. Bien sûr, rien de tout cela ne va se concrétiser. Je veux dire, ils ne pourront pas occuper Gaza et nommer Mahmoud Abbas. Mais ce n'est pas vraiment la question. Nous savons que les sionistes et les impérialistes sont déconnectés de la réalité. Ils pensent de manière ésotérique, apocalyptique, comme s'il s'agissait de la fin des temps. C'est ainsi qu'ils raisonnent. Mais souvenez-vous, Mahmoud Abbas et le Fatah ont été des collaborateurs depuis l'assassinat de Yasser Arafat aux mains de Mahmoud Abbas. L'injection de plutonium qui a tué Arafat provenait de Mahmoud Abbas et de son cercle rapproché, transmise par les Américains et les Israéliens. Au cours des 2 dernières décennies depuis la mort d'Arafat, les autres factions palestiniennes ont eu la possibilité soit d'expulser Mahmoud Abbas et le Fatah de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, qui demeure, selon le droit international, le seul véritable représentant reconnu du peuple palestinien, et non l'autorité palestinienne. Et elles ont reculé. Elles ne voulaient pas d'une guerre civile avec la classe collaborationniste. Malheureusement, la Russie et la Chine ont toutes deux convaincu le djihad islamique, le Hamas, le FPLP et le FDLP de ne pas entrer en confrontation avec Mahmoud Abbas, l'autorité palestinienne et le Fatah. En fait, nous nous souvenons des conférences qui se sont tenues à Pékin et à Moscou, réunissant toutes ces factions palestiniennes. Et jusqu'à présent, la diaspora palestinienne, qui constitue aujourd'hui la plus grande partie du peuple palestinien, représente les 2/3 des Palestiniens expulsés de la Palestine historique. Les 2/3 du peuple palestinien vivant dans la diaspora n'ont aucune représentation, ni au sein de ces partis politiques, ni dans l'Organisation de libération de la Palestine, ni dans l'autorité palestinienne. Ainsi, s'il y a quelque chose que le peuple palestinien peut faire dès maintenant, c'est de relancer la lutte de libération depuis l'extérieur de la Palestine occupée, là où les partis politiques traditionnels, incapables de se débarrasser de Mahmoud Abbas et de l'autorité palestinienne, n'exercent pas de contrôle. Par conséquent, ces communautés palestiniennes de la diaspora peuvent créer un gouvernement palestinien en exil, organiser des élections, entamer un processus de nationalisation pour chaque Palestinien de la diaspora. Et elles en ont la capacité. Donc, s'il y a quelque chose que j'appelle les Palestiniens à faire, c'est ceci. Les Palestiniens de l'Occident, au Canada, aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni,
devraient manifester devant les ambassades de l'autorité palestinienne, les occuper, expulser les représentants de l'autorité palestinienne, les collaborateurs de Mahmoud Abbas, de ses ambassades, et y installer leur propre représentation. Ils devraient réaliser un recensement de tous les Palestiniens de la diaspora, délivrer des passeports et une nationalité, agir en dehors du cadre existant, redynamiser le mouvement de libération palestinien et créer des structures alternatives de représentation, là où ceux qui sont capturés par les sionistes ne peuvent pas nous représenter. Laith, si vous deviez exposer les bases, quels sont les principaux objectifs, l'ensemble des règles essentielles qui pourraient aider l'État palestinien? Quelles sont les considérations qui devraient être incluses dans une résolution de l'ONU qui aurait pu être acceptable pour les Palestiniens? Si vous deviez comparer cela à ce qui s'est passé au Conseil de sécurité de l'ONU, quels sont les points qui auraient pu être pris en compte dans cette résolution? Oui, je veux dire, nous pouvons rêver de ce qui aurait pu se passer au sein de cette structure coloniale qu'est l'Organisation des Nations Unies. Évidemment, l'ONU aurait dû retirer sa reconnaissance de la colonie sioniste en tant qu'État et l'expulser de l'organisation. Elle aurait dû voter la mise en place d'une force internationale pour vaincre la colonie sioniste et non pour venir occuper Gaza. L'ONU aurait dû appeler à des sanctions et à un blocus contre la colonie sioniste, ainsi qu'à la fin du transfert d'armes vers celle-ci. Elle aurait dû réadopter la résolution déclarant le sionisme comme une forme de racisme et bien sûr, appeler tout le monde à briser le blocus de Gaza et à y apporter nourriture et aide. Mais rien de tout cela ne se produirait réellement. Pour être très clair, l'Organisation des Nations Unies a été une malédiction pour la plupart des peuples cherchant à se décoloniser depuis sa fondation. Je veux dire, souvenez-vous de la dernière, enfin je pense que la première force de l'ONU, autre que celle de Corée, était celle qui a occupé le Congo et qui a été responsable de l'assassinat de Lumumba et de la recolonisation du Congo, qui n'a jamais cessé. Le génocide du Congo. La réinstauration du génocide belge du Congo, sous couvert de l'ONU. Cette force de l'ONU est toujours là. Elle est toujours là, gérant l'extraction de toutes les ressources du Congo et le génocide de son peuple, afin qu'il ne puisse jamais se relever. L'ONU n'a donc jamais été une force du bien. Jamais. Pas une seule fois elle n'a été une force du bien. C'est l'ONU qui a autorisé l'occupation de la Libye. C'est l'ONU qui a autorisé, et d'ailleurs, juste la veille de ce vote sur la Palestine, la Chine et la Russie ont voté pour le maintien du siège du Yémen, pour les sanctions contre le Yémen. C'est sur la Chine et la Russie que nous sommes censés compter. Ce sont elles qui vont aider dans cette guerre multipolaire. Ainsi, les Nations Unies ne sont qu'une mascarade. Les peuples d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, qui n'ont pas la puissance militaire nécessaire pour se protéger, seront les victimes, et la Chine et la Russie regarderont pendant que vous deviendrez des victimes. Elles se moqueront de vous lorsque vous ne serez pas capable de vaincre l'Empire par vous-même et diront que c'est de votre faute si vous ne pouvez pas le vaincre. Peut-être, vous savez, si nous continuons sur cette voie, mais je suis très optimiste. J'ai le sentiment que mon peuple a arrêté le monde entier au cours des 2 dernières années et a ébranlé l'empire de la suprématie blanche comme aucun autre mouvement ne l'a jamais fait. Ce que nous avons accompli à Gaza au cours des 2 dernières années, la résistance de Gaza, la résistance palestinienne, l'axe de la résistance dans son ensemble, ce qu'ils ont réalisé n'a pas été accompli par l'ensemble de l'Union soviétique dans toute son histoire, ni par la Chine, ni par quiconque, en matière de mise à nu des structures de pouvoir.
Même toute l'éducation sur le communisme n'a pas autant instruit les gens que la résistance franche de notre région, qui a ouvert les yeux des peuples et révélé ses structures de pouvoir, déjouant la machine de propagande médiatique de l'Empire et l'exposant entièrement. Donc, d'une certaine manière, je sais que nous allons encore vaincre l'Empire. Mais imaginez si les Palestiniens s'étaient réellement rendus. Imaginez si tous les autres groupes et pays de résistance dans le monde avaient été vaincus. Pensez-vous que la Chine et la Russie peuvent survivre par elles-mêmes? Je veux dire, les États-Unis peuvent simplement les enfermer et les laisser pourrir derrière un mur où ils ne peuvent commercer avec personne. Pensez-vous que les Chinois peuvent manger du pétrole et du gaz russe ou que les Russes peuvent manger de la technologie chinoise? S'il n'y a pas de commerce entre la Chine et la Russie, c'est pourquoi il est si important pour quiconque m'écoute ici et se dit patriote chinois ou patriote russe de comprendre que la Russie et la Chine ne peuvent pas survivre sur cette planète si le reste du monde est contrôlé par des suprémacistes blancs occidentaux. La liberté de la Chine et de la Russie dépend de la liberté des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Et j'espère que quelqu'un parmi leurs dirigeants se réveillera et fera quelque chose de différent. Sommes-nous revenus à la case départ, Leith, au Moyen-Orient? Allons-nous assister à de nouvelles guerres, de nouveaux conflits, de nouvelles tensions? Parce qu'il me semble que ces Arabes... Eh bien, je ne sais pas si tu as entendu dire que l'Arabie saoudite achète des avions de chasse F-35 aux États-Unis. Je ne sais pas qui est l'ennemi de l'Arabie saoudite, ni qui va les attaquer. Ils disent vouloir se défendre, mais ils dépensent énormément d'argent pour ces armes venues des États-Unis, et ensuite ils ne peuvent même pas les utiliser. Si tu regardes le Moyen-Orient aujourd'hui, l'Asie de l'Ouest, regarde l'Iran, l'Arabie saoudite, ces États arabes, qui va attaquer l'Arabie saoudite? Pourquoi achètent-ils ces armes? Et sont-ils même capables de les utiliser? Bien sûr, ils ne pourront pas les utiliser. Ils auront besoin de pilotes américains pour les piloter. Et bien sûr, une partie du contrat des F-35 pour chaque pays du monde, pas seulement pour les Saoudiens, stipule que l'équipe technique qui accompagne l'avion est entièrement américaine et qu'il faut payer leur salaire. Ainsi, le pays hôte de ces F-35 ne peut pas toucher aux entrailles de la machine. C'est un paiement continu qui ne s'arrête jamais. Premièrement. Deuxièmement, je pense que la vente de F-35 aux Saoudiens vise surtout à alimenter le budget américain. Très probablement, ces F-35 n'atterriront même pas en Arabie saoudite. Tout le monde fera semblant que les Saoudiens les ont achetés, mais en réalité, c'est simplement de l'argent qui entre dans le budget américain sans qu'aucun F-35 ne soit réellement livré. Et l'autre réflexion que j'ai, c'est que bien sûr, le F-35 est un citron, c'est-à-dire un équipement incapable de tenir les promesses de ses prétendues performances. Cela me rappelle le système de missiles Patriot pendant la guerre du Koweït contre l'Irak, la première guerre du Golfe. Je vivais alors à Riyad, la capitale du royaume saoudien de l'enfer. J'étais enfant et je me souviens que juste avant la guerre, le système Patriot était en faillite, sur le point de fermer, car ces missiles, ces systèmes de défense aérienne, étaient conçus pour cibler des avions. Il n'y avait plus d'Union soviétique et il n'y avait plus vraiment besoin pour tous les vassaux de l'Occident d'acheter davantage de systèmes de défense aérienne. Par conséquent, il était en faillite. Ce que l'Occident a fait, ce que les Américains ont fait en particulier, c'est forcer les pays du Golfe à acheter tout le stock de missiles Patriot qui dormait dans les entrepôts. Et vous savez, je me souviens d'avoir regardé chaque jour l'arrivée des missiles Scud irakiens.
C'est à ce moment-là que nous avons découvert à quel point ces systèmes étaient défaillants. Comme le système Patriot avait été conçu comme un chercheur de chaleur qui suit la turbine d'un avion pour la frapper, le missile Scud, lui, descendait, et 6 missiles Patriot étaient lancés pour suivre sa traînée. Donc un missile descendait, et il montait comme ceci pour tenter de le toucher s'ils y parvenaient. Et une fois que l'un d'eux avait frappé, les 5 autres n'avaient plus de signal thermique à suivre. Alors maintenant, le missile Scud a été touché par l'arrière. Il est redirigé. Au lieu de frapper une cible militaire, il va tomber sur un quartier résidentiel. Et c'est ce qui s'est passé. Ensuite, les 5 autres missiles Patriot tombaient en réalité et causaient plus de dégâts que le missile Scud. C'est ainsi que la grande majorité des soldats américains sont morts pendant la guerre Irak-Koweït, victimes des missiles Patriot qui leur tombaient dessus après avoir manqué leur cible. C'est la même situation avec les F-35. Les F-35 sont une vraie camelote. On les refile aux vassaux qui ne les utiliseront jamais, juste pour payer ce citron défectueux et renflouer le budget américain. Tu es toujours en sourdine. D'accord. Ne penses-tu pas qu'il se prépare peut-être à un nouveau conflit avec le Yémen ou l'Iran? Parce que s'il décide de placer ses F-35 en Arabie Saoudite, avec le Qatar et toutes ses bases dans la région, il se prépare peut-être à quelque chose contre le Yémen ou l'Iran. Parce que tu sais, après tout, je ne vois pas l'Arabie Saoudite capable d'utiliser ses armes. Tu sais, ils attaquent, les Israéliens attaquent le Qatar. Ils attaquent le Qatar, et rien ne s'est passé. Tu les vois voler au-dessus de l'Arabie Saoudite, et rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Vous savez, personne n'a même essayé d'intercepter les avions de chasse. Comment voyez-vous la situation dans cette direction? Ne pensez-vous pas que s'ils décident de vendre ces avions de chasse et que l'Arabie Saoudite va les payer, ils garderont tout prêt, préparés pour toute attaque contre le Yémen ou l'Iran, et que les États-Unis pourront ensuite les utiliser? L'Arabie Saoudite, comme vous l'avez mentionné, je ne les vois pas vraiment capables de prendre de réelles décisions sur la manière d'utiliser ces avions de chasse. Oui, je veux dire, écoute, bien sûr qu'il y aura encore une guerre au Yémen. Il y aura encore une possible guerre au Liban, une possible guerre contre l'Iran. Maintenant, est-ce que tout cela va se produire en même temps? Est-ce que davantage de F-35 stationnés dans la région feront une différence? Je ne sais pas. Je ne le pense pas vraiment, parce que tu sais, les systèmes de missiles hypersoniques iraniens et yéménites sont capables de frapper les bases où ces F-35 seraient stationnés. Cela dit, je pense qu'il est clair, à cause du vote d'il y a 2 jours pour maintenir les sanctions contre le Yémen, qu'il y aura une guerre au Yémen. Et bien sûr, la Chine et la Russie ne feront rien. Mais je pense aussi que tout ce que nous venons de voir au Conseil de sécurité et tout ce que nous avons observé au cours des 2 dernières années devrait inciter l'Iran à prendre les choses plus au sérieux lorsqu'il s'agit d'intervenir dans les conflits internes des pays arabes. En ce moment, l'Iran a besoin d'Ansarullah et du gouvernement de Sanaa pour libérer le reste du Yémen et assumer la position légitime de seul représentant du peuple yéménite. Jusqu'à présent, nous avons encore ce gouvernement d'Aden qui est en réalité basé à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, et qui est reconnu par les Nations Unies, la Russie et la Chine comme le gouvernement légitime. D'accord, cela doit cesser. Et la seule façon pour que cela arrive, c'est que l'Iran intervienne directement au Yémen. Il devrait intervenir directement au Yémen. Je ne veux pas voir l'Iran tomber dans les mêmes erreurs que la Russie et la Chine, ni donner les mêmes excuses que la Russie et la Chine.
L'Iran devrait intervenir en Irak, vaincre directement les ennemis de l'Iran en Irak et aider à instaurer un gouvernement légitime et incontesté là-bas avant que la situation ne s'effondre comme en Syrie. Ce sont toutes des choses importantes auxquelles nous devons réfléchir. Comment pouvons-nous changer ce schéma qui ne cesse de se répéter? Pouvons-nous briser cette répétition? L'Iran peut-il cesser de s'inquiéter que quelqu'un le traite d'occupant ou l'accuse d'interférer dans les affaires internes du Yémen, de l'Irak ou du Liban, alors que le monde entier intervient dans les affaires de ces pays? Quand le monde entier est composé de voyous et de mercenaires, et que vous voulez être un prêtre, cela ne fonctionne pas. Quand le monde entier est composé de prostituées, et que vous voulez vous dire vierge, cela ne fonctionne pas non plus. Il est donc important, en ce moment, que l'Iran tire aussi des leçons de ses erreurs, et ne se retrouve pas surpris lorsque d'une manière ou d'une autre, tout l'Occident, avec le Golfe, unissent leurs efforts pour vaincre Ansarullah et reprendre le Yémen. Sanaa est la dernière capitale du monde arabe qui conserve encore un peu de dignité. Alors ne la gaspillez pas. L'Iran a besoin de voix arabes libératrices pour sa propre sécurité. D'accord? Dans quelle mesure le Hezbollah est-il préparé aujourd'hui? Parce qu'il semble qu'avec ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe dans tout le Moyen-Orient, nous nous dirigeons vers trop de conflits, et ils doivent être prêts. Alors, à quel point sont-ils préparés aujourd'hui? Tu sais, hier je suis descendu dans le sud, dans une ville appelée Mansoura. C'est juste un petit village à la frontière de la Palestine occupée, près de Dakoura, sur la côte méditerranéenne. Les sionistes avaient assassiné le directeur de l'école là-bas la veille. Ils l'ont bombardé alors qu'il quittait sa maison pour se rendre à l'école. Les enfants ont organisé une commémoration pour lui, et toute la ville aussi. Et encore ce matin, il y a eu une attaque contre une voiture à Binjbeil, un autre civil tué. Donc oui, je veux dire, la guerre ne s'est jamais vraiment arrêtée ici. Il y a eu une intensification de ces attaques sionistes au cours des 3 dernières semaines, avec jusqu'à 3 attaques par jour contre des cibles civiles. Le chef d'état-major de l'armée libanaise, le général Haikal, avait une visite prévue aux États-Unis, mais elle a été annulée par Trump parce que, vous savez, ils disent que le général Haikal ne montre pas assez de soumission. Il défend la libération du territoire libanais. La force de la Finul a été attaquée par les Israéliens hier et avant-hier. Un char Merkava a tiré sur la force de l'ONU juste à côté d'eux la veille. Ils ont également tiré avec des mitrailleuses et des lance-grenades propulsées par roquettes. Cela montre bien, encore une fois, que la force de l'ONU ne s'opposera jamais à Israël et pourrait même être tuée par les Israéliens. La force de l'ONU à Gaza sera différente d'ailleurs. La force de l'ONU à Gaza sera autorisée à tirer sur les Palestiniens, mais pas sur les Israéliens. La force de l'ONU au Liban n'a même pas le pouvoir de tirer sur le peuple libanais. Donc oui, ici au Liban, nous attendons la possibilité d'un retour aux hostilités totales, à une guerre à grande échelle. Et cette fois, bien sûr, il n'y aura pas de Syrie. Cette fois, bien sûr, les États arabes sont plus enclins à même se ranger du côté des sionistes, quoi qu'il arrive. Ainsi, le Liban dans son ensemble est prêt pour cette guerre, ainsi que réarmé et réorganisé. Tout se fait dans la plus grande discrétion, de sorte que les sionistes ne peuvent pas cibler les nouveaux commandants ni quoi que ce soit de ce genre. Nous verrons ce qui se passera si cette guerre éclate. La plupart des analystes disent qu'elle aura lieu dans les 2 prochaines semaines. Je n'en suis pas certain. Mais si c'est le cas, ce sera une guerre différente de celle que nous avons vue en 2023-2024. Et son issue n'est certainement pas écrite d'avance.
Ce sera une guerre qui pourrait à nouveau entraîner l'Iran, le Yémen et l'Irak. Et cette fois, espérons que tous les membres de l'axe de la résistance auront tiré les leçons du dernier affrontement. Comment voyez-vous la possibilité de faire venir ces forces vous avez mentionné, de Jordanie, d'Égypte, je ne sais pas. Quelle est la combinaison de forces à Gaza dont il parle? Ces forces viennent de... Quelles sont les nationalités des personnes qui vont à Gaza pour mettre en œuvre, quel qu'il soit, ce plan de Donald Trump et de la résolution de l'ONU? Qui sont ces gens? Je pense que le projet de résolution du Conseil de sécurité ne contenait aucun de ces détails. Et jusqu'à présent, nous n'avons entendu aucun de ces États vassaux dire qu'ils allaient participer à cette force d'occupation, ni quelle force ils fourniraient. Bien sûr, nous avons entendu, il y a quelques semaines, lorsque tous ces pays musulmans vassaux se sont réunis à Sharm el-Sheikh et ont baisé la main de l'empereur, que l'Indonésie affirmait avoir 20 000 soldats prêts à entrer à Gaza. Je crois qu'il a aussi été question d'environ 2000 Émiratis ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus du nombre exact que les Pakistanais auraient pu proposer à cette époque. Mais je ne pense pas que cela se passera ainsi. Tu sais, je pense que les Indonésiens ou les Pakistanais auraient trop peur d'envoyer leurs troupes à Gaza. Je veux dire, ils ont déjà eu peur d'envoyer leurs troupes au Yémen. Souviens-toi, le Pakistan, l'Indonésie et d'autres ont été soudoyés par les Saoudiens pour tenter d'envoyer des forces. Et ils ont refusé parce qu'ils craignaient trop des troubles civils dans leur propre pays. Si le Pakistan, sous cette junte, cette dictature militaire, envoie réellement des troupes en Palestine, cela déclenchera une guerre civile au Pakistan. J'en suis absolument certain. Et je pense que la junte au Pakistan a trop peur de cela. La situation en Indonésie n'est pas bien meilleure non plus. Une partie de ces manifestations colorées que nous avons vues au cours des derniers mois en Indonésie visait à dire à la direction du pays « Hey, vous feriez mieux de suivre ce que nous proposons pour Gaza. Sinon, vous pourriez voir un soulèvement de la génération Z ou de la génération X, ou peu importe comment on les appelle maintenant, qui pourrait vous lyncher dans les rues, comme ces soi-disant manifestants népalais qui ont lynché l'épouse du Premier ministre et les épouses des ministres en pleine rue. C'est le genre de menace que les États-Unis adressent à tout dirigeant dans le monde qui pense pouvoir être ne serait-ce qu'un peu souverain. Donc, je ne sais pas ce qui se passera en Indonésie. Il existe indéniablement de forts sentiments pro-palestiniens en Indonésie. Jusqu'à présent, toute opposition à l'État a été, vous savez, à part au Timor oriental et en Papouasie, sans résistance armée en Indonésie depuis l'assassinat de Sukarno et le massacre des membres du Parti communiste. Nous verrons donc ce qui s'y passera. Mais je crois qu'au final, les États-Unis devront envoyer ouvertement leurs propres troupes. Ils ne peuvent pas compter sur ces États. Ils voulaient simplement le cache-sexe que représenterait l'approbation du plan par ses vassaux arabes et musulmans, afin de pouvoir prétendre qu'ils parlent au nom des Arabes et des musulmans en tant que puissance coloniale. Je pense que c'est là le problème, Laith. C'est bien ça le problème. Après tout, si nous voyons des troupes américaines ou occidentales arriver à Gaza, ce serait extrêmement problématique. Tu sais, elles pourraient être utilisées contre le Liban. Elles pourraient être utilisées contre la région. On ne peut pas parler de Gaza sans prendre en compte ce qui se passe dans le sud de la Syrie, dans le sud du Liban. Tout est lié. Et si l'on n'est pas là pour s'attaquer au principal problème avec le gouvernement israélien, on ne résoudra rien. Je ne vois pas cela se produire. Je n'ai aucun espoir dans ce qui se passe. Ils n'accompliront rien.
et nous nous dirigeons vers davantage de conflits. Et ce serait formidable de voir des soldats américains morts sur les sables de Gaza, comme nous les avons vus, morts sur les sables de Beyrouth en 1982. Peut-être que le fait d'avoir des soldats américains, britanniques et français tués directement au combat ici poussera les peuples américains, britanniques et français à se soulever contre les dictatures qui les gouvernent. Ces élites sionistes qui gaspillent la puissance de leur pays pour maintenir cette colonie. J'espère qu'ils viendront. Je veux vraiment qu'ils viennent. En tant que Palestinien, en tant qu'Arabe, j'en ai assez de devoir combattre les suprémacistes juifs esclaves de maison. Je veux voir le maître sur le terrain. Je veux donner un coup de pied au maître en pleine figure. J'en ai fini de devoir affronter les escadrons de la mort wahhabites saoudiens. Viens, maître. Viens. Voyons comment tu sais te battre. Peux-tu? Peux-tu accomplir ce que tes esclaves domestiques sionistes et wahhabites n'ont pas pu accomplir? Viens, viens, nous allons te montrer ce que cela signifie d'être un véritable homme, d'être vraiment souverain. Voyons voir. Ou bien l'Amérique, la France et le Royaume-Uni vont-ils en venir à tuer des enfants parce qu'ils sont tous des lâches comme leurs escadrons de la mort sionistes et wahhabites? Je pense qu'en ce moment, c'est une bonne chose que tout soit mis au grand jour. Et ce sera encore mieux si tout le monde en a fini avec ce discours libéral. Si nous comprenons tous que nous sommes désormais en plein ère coloniale, à 100%. Tous ces discours sur la multipolarité, la mondialisation, la coexistence, c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas de multipolarité quand les États-Unis peuvent coloniser ouvertement des pays. Et j'espère que cet éveil se répandra sur toute la planète, afin que tout le monde puisse comprendre ce que nous comprenons déjà ici, sur le terrain. Merci beaucoup, Leith, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours, mon frère. Ravi d'être avec toi, Nima. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.